à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission des bouquins du Vincent. Donc je m'appelle Romane et je suis en compagnie de Anouk. Anouk, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Romane, moi ça va super et je suis hyper contente d'être là pour la première émission. Eh bah super, écoute, donc dans cette émission dédiée à la littérature, on va aborder nos dernières lectures, des sujets qui concernent le monde littéraire, et voilà, de manière assez chill et dans la bonne humeur. Alors, pour présenter le concept de l'émission, on va chacune présenter 3 livres. Donc là, aujourd'hui, ça sera 3, mais ça ne sera pas forcément comme ça à chaque fois. Et chaque présentation sera ensuite suivie d'un débat. Donc en général, ça sera un débat qui sera lié au thème du livre ou quelque chose qu'on a décidé qu'on aimait bien et dont on avait envie d'en parler. Et du coup, voilà, l'émission sera articulée comme ça, des présentations de livres entrecoupées de débats et ça durera environ 1 heure. Voilà, donc t'as à peu près tout résumé, je crois, donc il me semble qu'on va pouvoir commencer. Alors, moi, le premier livre que j'ai choisi, ça s'appelle Changez-l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc, Changez-l'eau des fleurs de Valérie Perrin, c'est un roman qui est publié aux éditions Albin Michel dans la collection Le Livre de Poche en 2018. Et il a notamment reçu le prix des maisons de la presse en 2018. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai lu le résumé, à aucun moment j'ai été emballée par le bouquin et par le sujet. Parce qu'en fait, ça parle clairement d'une garde cimetière, donc une femme qui vit dans un cimetière et qui garde le cimetière, voilà. Elle vit toute seule dans sa maison de fonction, elle cohabite avec les fossoyeurs, donc les gens qui enterrent les cercueils, qui passent de temps à autre dans le cimetière. Donc clairement, j'ai trouvé que l'ambiance était archi glauque et archi austère. Et je me suis dit, ça va pas du tout me plaire. Enfin, genre, ça va être hyper désagréable à lire. Mais je me suis dit, je vais quand même le lire et l'acheter parce qu'il avait de très bonnes critiques. Et je trouvais ça paradoxal. Je me disais, mais vu le sujet, je trouve ça étonnant que ça plaise autant. Donc, je me suis douté qu'il avait un contenu peut-être différent et vraiment intéressant. Donc, du coup, me voilà partie dans le monde de Violette Toussaint, qui est la personnage principale du roman. Donc, tout au long de l'histoire, où Violette est la narratrice, nous découvrons son présent ainsi que son passé. À l'instant du récit, Violette semble avoir une vie simple dont elle se contente. Donc on nous décrit une femme qui passe ses journées à rôder dans le cimetière, accueillir les familles endeuillées autour d'un café ou à prendre des notes dans son carnet durant les enterrements. Et de l'extérieur, dans le livre, tous les habitants de son petit village, tout le monde la voit vraiment comme la femme triste qui a eu que des malheurs dans sa vie, qui est toute seule. Donc vraiment, ça dépeint quelque chose de très, de très glauque. Et pourtant, dans son énonciation dans le livre, en fait, Violette apparaît pas si triste que ça. Elle apparaît bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Elle est accompagnée de ses chats, elle a ses petites habitudes et tout. Et franchement, elle a l'air bien. Et par exemple, une de ses habitudes en fait, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. En fait, elle porte des vêtements hyper colorés, genre en mode un t-shirt sous un pull. Euh, et en fait, de l'extérieur, sa première couche de vêtements, elle est toute grise. Donc, on se dit, ouais, elle est vraiment habillée en mode austère. Et en fait, elle, c'est son petit kiff de porter des vêtements archi colorés en dessous. En mode, elle a un secret, tout le monde la pense triste et tout. Alors qu'en fait, c'est genre l'été. Elle appelle ça l'été sous l'hiver. Voilà, c'est son petit kiff. Et en fait, du coup, je la trouve hyper attachante, Violette, parce que c'est plein de petites anecdotes comme ça autour de sa personnalité, où elle est un petit peu drôle. Et des fois, c'est bizarre parce que vu que le contexte est vraiment pas drôle, des fois, c'est un peu dérangeant, mais c'est marrant. Et j'ai beaucoup aimé son personnage parce qu'il est hyper poétique et surtout très très sensible. Et du coup, on s'y attache fortement. Donc, pour parler un peu plus de l'histoire, tout au long du livre, on va apprendre de plus en plus de choses sur son passé douloureux. Au début du livre, on est vraiment dans l'instant présent, quoi. Je crois qu'elle a une quarantaine d'années, elle est garde cimetière et voilà. Mais on ne sait rien d'elle. Et du coup, en tant que lecteur, on se demande mais pourquoi elle est seule. Est-ce qu'elle a déjà eu un mari, elle vient d'où, ou tout simplement c'est quoi son histoire, parce que vraiment on ne sait rien. Et au fur et à mesure, l'autrice nous dévoile sa vie, et notamment que Violette a été abandonnée par sa mère à la naissance.
et qu'elle a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et ça, c'est un événement qui est très important dans la construction de sa personnalité parce que ensuite, vis-à-vis des relations qu'elle entretient, notamment avec les hommes, on voit qu'il y a un traumatisme vis-à-vis de l'abandon, quoi. Et ça explique certains de ses choix qui sont un peu incohérents. Voilà. Aussi, durant son enfance et son adolescence, elle n'a jamais appris à lire et elle a commencé à travailler très tôt. Donc vraiment, elle a eu un début de vie très difficile où, dès le début, elle s'est retrouvée seule face à elle-même alors qu'elle était à peine majeure, mais même avant en étant enfant. Donc dès le début, c'était la galère, quoi. Et un jour, lorsqu'elle était serveuse dans un bar, elle rencontra un homme. Donc cet homme s'appelle Philippe Toussaint. Et c'est vraiment le genre d'homme qui aime les femmes et qui multiplie les conquêtes. Et ça, elle le sait, mais elle est quand même attirée par lui, donc ça la dérange pas plus que ça. Sauf qu'en fait, Violette sera celle que Philippe décidera d'épouser, donc elle n'est pas finalement comme les autres et ce ne sera pas simplement une de plus sur la liste, puisqu'elle deviendra sa femme. Et malheureusement, sauf que fur et à mesure du temps, la passion s'essouffla et laissa place à un monsieur Toussaint totalement différent. Vous savez ce que c'est la passion amoureuse, ça ne dure jamais très longtemps, au bout d'un moment des fois ça s'essouffle. Et s'en est suivi une relation que je qualifierais de par dépit entre guillemets, puisqu'en fait aucun des deux n'était vraiment heureux d'être là. Enfin vraiment personne ne voulait être là mais il restait là par dépit quoi. Donc à ce moment-là de l'histoire, on se dit vraiment ah oui en effet elle a vraiment une vie pourrie et elle a vraiment pas été gâtée. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il s'est passé suite à son mariage avec Philippe Toussaint et quelle tournure va prendre sa vie, car ça serait totalement vous spoiler. Mais, car il y a un mais, les choses vont s'améliorer pour notre chère Violette, du style une rencontre inattendue si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce contraste vie malheureuse versus un avenir qui s'apaise m'a énormément plu. Car tout au long de l'histoire, on a de la peine pour Violette, on se dit purée la pauvre, elle n'a pas de chance dans la vie, et on développe de l'empathie pour elle. Alors quand on la voit glow up, on est clairement et sincèrement heureuse pour elle et ça fait chaud au cœur. Donc je ne vous en dis pas plus sur l'histoire car je vous laisse le plaisir de la découvrir et il y a également de multiples rebondissements. Si vous êtes fan des livres avec du suspense où on a hâte de comprendre et savoir ce qu'il se passe, vous allez adorer ce livre puisque s'ajoute au récit une énorme enquête qui en fait est l'axe principal finalement du récit sauf qu'il n'arrive pas tout de suite. Et du coup, voilà, si vous aimez être tenu en haleine et se demander ce qui va se passer, je pense que c'est un livre qui pourra vous plaire. Ensuite, en ce qui concerne mon avis, j'ai adoré l'écriture de l'autrice. C'est très descriptif, sans trop l'être, parce que quand c'est trop, franchement, c'est barbant. Mais là, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Ça apporte un côté vraiment contemplatif à la lecture et c'est hyper agréable parce que vraiment, on est capable de facilement s'imaginer les décors de l'histoire et de s'immerger dans l'univers. C'est même méditatif parce qu'à force de décrire, ça ajoute une espèce de lenteur au récit. Et du coup, je trouve ça hyper méditatif et contemplatif. La construction des personnages est parfaite selon moi. On développe une affection très forte pour Violette. En ce qui concerne le personnage par contre de Philippe Toussaint, il m'a grandement étonnée. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais complètement spoiler et vraiment pas le but. Ce serait dommage. Voilà. En fait, il y a un énorme plot twist autour de son personnage et vraiment je m'y attendais pas du tout. Enfin, quand le truc est arrivé, je me suis dit mais vraiment what the fuck quoi. Genre, j'aurais vraiment pas pu prédire ça et ça m'a vraiment agréablement surprise. Donc le personnage de Philippe Toussaint est très intéressant. Ensuite, les autres personnages sont pas mal aussi, mais ils m'ont moins marqué. Et enfin, ce que j'ai adoré, c'est la construction du récit. Clairement, on ne s'ennuie pas. Je dirais que, par contre, au début, c'est un peu lent. C'est même un peu long à la détente. Je dirais jusqu'aux 80 premières pages, ce qui est énorme. On va pas se mentir, au début, j'y arrivais pas trop. Le livre, il fait combien de pages en tout ? 660. Donc en soi, sur le ratio... 80 sur 600, c'est pas si mal, honnêtement. C'est pas si mal. Mais vraiment... Au début, j'étais là en mode, mais tu veux en venir où là c'est bien, tu me décris tes chats et tes pots de fleurs, c'est cool, mais avance. Et au bout d'un moment, après, genre, elle passe la première et puis c'est bon, c'est parti. Et on l'arrête plus, quoi. Après, c'est hyper cool.
Et donc, comme je l'ai dit, le livre, il est méga dense. Il fait 661 pages, pour être très précise. C'est hyper précis, Anno, qu'on est... Vraiment, on est le truc, content. c'est un pavé. Faut être déter. Mais d'un côté, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait, l'histoire, du coup, vu qu'elle est très longue, pour moi, c'est justifié dans le sens où ça apporte quelque chose au récit. Parce que tu vois, j'ai lu des livres qui sont méga longs, juste c'est long pour être long, quoi. Ça Ouais. apporte rien, c'est chiant. Là, il y a quand même du rebondissement. Ouais, là, c'est vraiment, des fois, c'est des pages de vide. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est une histoire qui est hyper riche, hyper détaillée, qui a vraiment tout son univers et c'est hyper agréable jusqu'à vraiment dans ma tête, vu que du coup, moi, je suis quelqu'un de très visuel et que j'image en fait ce que je lis. Bah, j'ai l'impression d'avoir vu un film parce que c'est vraiment construit comme un film. Ouais, bah ouais, mais c'est génial. Genre, Clairement. mais vraiment, genre, en fait, le monde, il est tellement détaillé et l'histoire, elle est tellement longue et que moi, je me suis imaginé tous les trucs. Vraiment, j'ai la sensation d'avoir vu le film Changer l'eau des fleurs alors que ça n'existe pas, quoi. Anouk revient sur Terre. Donc vraiment, là, elle est très forte. C'est sur ça, je pense que beaucoup de gens ont kiffé. Voilà pour la présentation. Bah, c'est super. Moi, franchement, c'est un livre que je pourrais lire parce que le thème des fantômes, pas forcément de la mort en mode morbide, hein, etc., mais genre le thème des fantômes, de la mort d'un point de vue fantastique, parce que je lis beaucoup de fantastique et de fantasy, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, on n'est pas du tout sur du fantastique et de la fantasy, mais quand même, ça pourrait m'intéresser, honnêtement. Bah, en fait, c'est dur de parler du livre parce que là, en fait, je peux pas tout dire, sinon, sinon, il y a des gens qui vont va, pas être contents. Voilà. Mais en fait, il y a vraiment, la mort est extrêmement présente dans le livre et moi, ça me dérangeait au début parce que, contrairement à toi, moi, le sujet de la mort, c'est un sujet avec lequel je suis hyper mal à l'aise, genre ça me fait flipper et tout. Et j'aime pas trop lire des trucs sur ça parce que clairement ça me rappelle d'un truc que j'ai pas très envie de me souvenir. Moi je t'explique, ce qui m'a mis dans la lecture, c'est clairement une saga où c'est une fille qui voit des fantômes. Donc vraiment c'est mon thème de prédilection. Moi je peux pas. Et en fait finalement je trouve que ça fait prendre du recul et c'est justement là-dessus que j'avais envie d'amener le débat. C'est est-ce que tu as déjà lu des livres qui parlent de sujets archi difficiles? Donc là, par exemple, moi, c'était le sujet de la mort. Et vraiment, où tu sais, c'est le genre de livre qui te met une claque. Et ensuite, ça te fait prendre du recul sur ta vie dans le sens où le livre, il t'a permis d'expérimenter à travers la lecture un drame que toi, t'as absolument pas vécu, mais tu l'as vécu à travers le personnage. Et du coup, genre, toi, en tant que personne, t'as ressenti les émotions comme si vraiment t'avais vécu le truc alors que pas du tout. Et du coup, tu sais, ça t'a mis une claque en mode, ah ouais, mais en fait, moi, ma vie, ça va, quoi. Genre, j'avais l'impression d'avoir une vie de merde, mais en fait, ça va. Bah, c'est assez marrant parce que c'est vraiment le livre que je vais présenter juste après. Allez, la transition. Très belle transition, c'est même pas fait exprès, je vous le promets. On s'est pas du tout concerté. Alors, moi, le livre que j'ai envie de vous présenter, du coup, on va passer là-dessus. C'est un livre qui s'appelle Jamais plus de Colleen Hoover. Donc, c'est une autrice américaine. Donc, le livre est traduit, hein, je vous rassure. C'est un livre qui a été publié chez Hugo New Roman. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette maison d'édition, en fait, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la publication de romans young adult et new adult. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, pour les jeunes adultes et les adultes. Merci pour la traduction, ok. Voilà. Non, mais au cas où, il faut préciser. Et c'est un livre, en fait, que je suis beaucoup la communauté BookTok, donc c'est la communauté littéraire sur TikTok. Et c'est un livre qui a été extrêmement hypé. On en a entendu beaucoup parler, en fait, de ce livre. Sauf que moi, ça me tentait pas vraiment parce que c'est vraiment de la romance. On n'est pas du tout sur du fantastique et de la fantasy. Je crois que tu kiffais la romance, justement. Bah, j'aime bien, mais en ce moment, c'est pas ma période, tu vois. Ah, il me faut ma petite touche de fantastique, tu vois, genre. Et du coup, Jamais plus de Colleen Hoover, c'est un roman où on va suivre une héroïne qui s'appelle Lily Blossom Bloom. C'est un nom très spécial, vous pouvez le dire. Très fleur. Axé autour des fleurs, surtout que la fille est passionnée de jardinage. Ah oui, vraiment, on est sur un... Alors je vous rassure, l'histoire tourne pas autour de sa passion pour le jardinage. Hein. C'est un peu plus intéressant que ça. Et donc Lily, elle a pas eu une enfance très facile, puisqu'en fait, son père battait sa mère. Donc elle a été témoin et une fois même victime de violences en fait faites par son père. Et au début du roman, son père est décédé de manière tout à fait naturelle, je vous rassure. Ouais, il n'y a pas de vice caché en mode c'est elle qui a eu... Non. Il est mort de manière très, très naturelle. Et après son enterrement, où elle a fait un éloge funéraire vide, puisqu'en fait elle n'a rien dit alors qu'elle était censée faire un discours, elle rentre chez elle à Boston. Et elle va
sur le toit d'un immeuble en fait pour se vider la tête, etc. Et elle va y rencontrer un homme qui s'avère c'est un neurochirurgien très beau qui s'appelle Ryle. Voilà, très charmant. Elle a eu une discussion extrêmement intéressante avec cet homme. Voilà. J'irai pas plus loin. Et elle va le revoir que des mois plus tard parce qu'en fait d'ici là elle aura ouvert sa boutique de fleurs. Et il s'avère qu'elle a engagé sa sœur à Ryle. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont se re-rencontrer. Okay. Donc vraiment, là, on est en mode waouh, on s'attendait pas du tout à le revoir. C'est faux, on s'y attendait totalement. Mais voilà. Et donc, on va suivre l'histoire de Lily et de Ryle, mais pas seulement, on va revenir aussi dans son passé. Puisque quand elle a été adolescente, elle a aidé un sans-abri, donc un élève de son lycée qui était sans-abri, qui habitait, entre guillemets, puisque il était sans-abri, il n'avait pas vraiment de maison, mais qui habitait juste à côté de chez elle. Et il s'avère qu'ils sont tombés amoureux, etc. Donc on suit en même temps le présent avec Ryle et le passé avec Atlas. Du coup, c'est le prénom du jeune homme qu'elle a aidé et aussi aimé, c'est son premier amour. Et donc ce livre, comme je l'ai dit, il te met une claque. Mais genre vraiment, il te met une claque. Dans le sens où ça aborde du coup une jeune femme, le quotidien d'une jeune femme qui fait face à des violences tout le temps. Et voilà, et je vous conseille énormément aussi, quand vous aurez fini le livre, parce que vous allez le lire de toute façon, vous suivez nos recommandations. C'est un ordre, d'accord. Vous allez le lire. Mais je suis quelqu'un qui ne lit jamais les remerciements à la fin, ou les notes d'auteur, je lis jamais. Le livre était tellement bien que tu as lu jusqu'à la dernier point. Je ne l'aurais pas fait si on ne me l'avait pas conseillé. On m'a conseillé de lire, je sais plus si c'est des remerciements ou une note d'auteur, mais en gros, il y a l'auteur qui met quelque chose à la fin. Et déjà que le livre te met une claque, mais je t'assure que la note de l'auteur en remet une couche et donne sens à tout en fait. Parce qu'en fait l'auteur, son père battait aussi également sa mère. Sauf qu'au lieu de subir vraiment jusqu'au bout en fait les violences faites par son mari, la mère de l'auteur, de Colleen Hoover, elle a décidé de quitter le père de Colleen quand Colleen est née en fait. Et donc ce qu'elle disait, c'est que l'auteur, c'est que le fait que sa mère ait quitté son père, et ça, franchement, c'est la meilleure décision qu'elle ait jamais prise parce que non seulement déjà la mère était plus victime, pas de telles violences, mais en plus ça a permis à Colleen d'aimer son père, ou en tout cas de pas le détester, parce qu'elle l'aimait pas forcément, mais de pas le détester puisqu'elle n'a jamais été victime ni témoin des violences que le père infligeait, quoi. Donc ça traite vraiment d'un sujet très actuel puisque, je le rappelle, des dizaines, des centaines, des milliers de femmes dans le monde sont victimes de violences faites par un homme, faites par leurs petits copains, par leur mari, par leur père, par je ne sais qui. Et inversement aussi, il y a des hommes qui sont victimes de violences faites par des femmes, faut le rappeler. Il y a aussi, ça arrive jusqu'à des féminicides, je ne sais pas à combien on est là au compteur. Je ne sais plus, l'année dernière, je pense qu'on était vraiment à des dizaines et des dizaines, quoi. Donc ça traite d'un sujet super actuel que je trouve qui a vraiment été extrêmement bien décrit par l'autrice. Déjà parce que elle a l'expérience, malheureusement. Mais en plus, l'écriture était super belle. J'ai adoré. Alors, beaucoup de gens sur BookTok disaient qu'ils avaient pleuré dans ce livre. Moi, j'ai pas pleuré, mais j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, clairement, à la fin. Alors, je vais vous lire la dernière phrase. Je vais pas dire qui l'a dit parce que ce sera un spoil. Mais juste vous lire la dernière citation que je trouve incroyable. Maintenant, tu peux cesser de nager droit devant toi, Lily. On a enfin atteint le rivage. Elle est magnifique, cette citation. Je vais pas vous dire genre à quoi ça réfère le rivage et tout, parce qu'il y a un délire avec des personnages que vous saurez en lisant le livre, n'est-ce pas? Mais ça signifie vraiment la fin de ce cycle de violence, la fin de ce passé qu'elle va enfin laisser derrière elle et tout. Et en même temps, atteindre le rivage, c'est aussi le début de quelque chose de beau, quoi. Enfin, franchement, je suis pas du genre à analyser jusqu'au bout des mots, mais là, juste, ça m'est apparu l'illumination, quoi. Donc vraiment, ce livre, il est incroyable. Il traite d'un sujet actuel. Le livre, il est super poignant. Il est très court. Il est pas très long. Il fait dans les 400 pages, 440 pages, honnêtement. Mais c'est un livre de poche que vous pouvez trouver à 7,60€ à Leclerc, quoi, à l'espace culturel. Donc vraiment, foncez parce qu'il est incroyable. Voilà, c'est tout ce que déjà, tu m'as donné envie de l'acheter, voilà. Tu veux que je te le donne? Écoute, allez, je te prête si tu veux. Petits échanges après. Mais non, clairement, il a l'air vraiment très très bien. Et j'imagine le déclic que ça t'a fait parce que en lisant du coup Changer l'eau des fleurs, du coup ça n'a aucun rapport, même s'il y a des petits trucs qui...
on retrouve un peu de ça dans l'histoire de Violette, même si c'est pas centré que sur ça et que c'est pas allé jusqu'à ce point. Mais voilà, quand on parle de violence, de mort et tout, c'est des sujets qui sont tellement puissants que... Et ce que j'ai pas dit, c'est que avec ce livre, en fait, on comprend tellement mieux le quotidien de certaines femmes, parce que là, c'est un cas, mais évidemment, les cas sont pas pareils d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre. Encore une fois, on le répète, les hommes peuvent aussi être victimes de violences. Évidemment. Parce que, en fait, si on prend le cas de la mère, du coup, du personnage, de Lily, elle aurait pu, on se dit tous, honnêtement, on s'est tous déjà dit, mais pourquoi elle le quitte pas, pourquoi elle va pas porter plainte, pourquoi elle en parle pas à quelqu'un. Bah, c'est parce que là, dans ce cas-là, il y a l'amour qui rentre en jeu, en fait. Certes, elle se fait frapper, elle se fait violenter verbalement aussi, mais elle peut pas s'empêcher de l'aimer, cet homme. Et ça, en fait, je pense que de l'extérieur, on peut pas forcément le comprendre tant qu'on l'a pas vécu, et faut pas le vivre, hein. Faut éviter. Faut éviter. Mais on comprend mieux, en fait. On se dit, parce qu'on a tous été de mauvaise foi à dire, mais pourquoi elle fait pas ça, pourquoi elle fait pas ça. Bah, parce qu'il y a des fois, en fait, la personne, elle peut juste pas parce qu'elle est menacée, genre si tu vas voir la police, je vais te tuer ou je ne sais pas quoi. C'est juste que mentalement, la personne, elle ne peut pas dénoncer. Ça, genre, des fois, il y a une espèce de... alors peut-être il y a de l'amour, mais aussi une espèce de manipulation psychologique, de la violence psychologique où l'homme totalement. va essayer de faire croire à la femme que sans lui, elle n'est rien. Un peu à la pervers narcissique, tu vois, où la femme se sent complètement dépendante de l'homme, puisque l'homme va lui dire non mais personne ne voudra de toi, il n'y a que moi qui veux de toi, des choses comme ça. Et du coup, la femme n'a plus aucune estime d'elle-même et se sent obligée de rester là en mode bah de toute façon il n'y a que lui qui voudra de moi ou des choses comme ça. Mais oui, c'est terrible, c'est pas aussi simple. Après, voilà, c'est un cas en particulier. Là, par exemple, aussi dans le cas, on se dit toujours, la première fois que sa mère s'est fait frapper, évidemment, le mari, il s'est excusé, genre, oh, je ne le referai plus jamais, promis. Et à chaque fois, on se dit, ça va être la dernière fois. Une fois, il faut partir dès la première fois. Exactement. S'il est capable de le faire une fois, c'est... On se dit toujours, ça sera la dernière fois, il s'est excusé, il m'aime, etc. Et en fait, il s'avère que c'est pas la dernière fois, que ce sera pas la dernière fois, en fait. Ouais, puis c'est hyper important, je trouve, de parler de ce sujet-là parce que ça arrive à tout âge. C'est-à-dire que c'est pas forcément des couples qui sont posés, qui ont des enfants ou qui sont forcément dans la trentaine, la quarantaine et plus. Ça peut arriver aussi à des couples de la vingtaine, des jeunes. Exactement. Et là, le personnage est très très jeune puisqu'elle a vraiment 20, ouais, voilà. 20 dans la vingtaine, hein, vraiment ce que tu dis en fait. Donc il faut vraiment sensibiliser tout le monde à ça et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Donc non, c'est vraiment hyper cool d'avoir parlé de ça. Mais voilà, en tout cas moi tu m'as donné envie de le lire, donc on verra. Allez le lire. Alors sinon, moi je vais continuer avec mon deuxième livre, donc c'est un petit peu plus joyeux, hein. On sort des trucs glauques, yes. violence et mort, voilà, on a bien commencé, ça se trouve on a perdu tout le monde déjà. Plus personne ne nous écoute actuellement. Alors pour mon deuxième livre, j'ai choisi Balzac et la petite thérèse chinoise. Est-ce que tu connais ? Absolument pas, vraiment. Alors c'est un livre qui est pas du tout connu et moi je l'ai découvert à l'école quand j'étais au collège, quand j'étais en 3e je crois. C'est ma prof de français qui nous a demandé de lire ça et je me rappelle que le livre m'a scotché, genre vraiment je l'ai kiffé, je l'ai relu du coup cette année, donc 5-6 ans après, et j'ai tout autant aimé. Donc Balzac et la petite thérèse chinoise, c'est un roman qui est écrit par Dai Sijie, paru aux éditions Gallimard dans la collection Folio en 2000. Et il a également reçu un prix comme Changer l'eau des fleurs, qui est le prix relais du roman d'évasion 2000. Et justement, le prix d'évasion, pour moi, c'est le mot qui est parfait en fait pour décrire ce livre, parce que c'est clairement ce qu'il m'a fait ressentir. Vraiment, je me suis évadée, j'étais dans un autre pays, dans un autre univers, un autre décor, j'ai kiffé, j'ai l'impression d'être partie en vacances alors que j'étais sur mon canapé. Alors, pour commencer, pour contextualiser, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents, Luo et le narrateur. Le narrateur, on ne connaîtra jamais son nom puisqu'il parle au jeu constamment, donc on ne sait pas qui c'est, on ne sait toujours pas. Et en fait, on est dans un contexte, on est dans les années 1968, en Chine. Et à l'époque, Mao Zedong, qui est le dirigeant chinois, a instauré une révolution qui s'appelle la révolution culturelle. Je ne sais pas si tu connais cet événement historique, si tu l'as vu en histoire. J'ai l'impression d'être une inculte actuellement. En fait, c'est la révolution culturelle, ça consiste à quoi ? C'est-à-dire on fait la chasse
aux intellectuels. Mao Zedong en fait voulait éliminer tous les intellectuels parce que pour eux c'était des ennemis du peuple, c'était des personnes qui fragilisaient le pouvoir, parce qu'on sait très bien qu'un peuple éclairé c'est un peuple qui est capable de se... C'est dangereux. C'est dangereux, il est capable de se revendiquer, oh là là on ne veut pas ça, on est dictateur, on veut que tout le monde reste en place. Donc il a fait ça, il a voulu que tous les intellectuels soient rééduqués, donc là je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts mais vous pouvez pas le voir, qui soient rééduqués pour redevenir à l'état, on va dire, normal selon Mao Zedong, c'est-à-dire sans culture, purifiée de toute culture. Et en fait, pour ce faire, il va envoyer toutes les personnes dites intellectuelles selon lui dans des camps de rééducation à la campagne. Donc t'es avec les campagnards à cultiver du riz et puis à être avec les vaches pour te faire rééduquer. Donc, Luo et notre ami le narrateur font partie de ces personnes qui vont être envoyées à la rééducation. Et pour plus les présenter, donc ils ont 17 ans, je crois, un truc comme ça, donc ils sont très très jeunes. Ils sortent à peine... ils auraient dû être au lycée, mais ils n'y sont pas allés, puisque du coup, avec tout ce truc-là, les écoles, c'était très compliqué. Et, mais même juste en étant écolier, donc le statut vraiment... niveau 1 de l'intellectuel, tu vois, même en étant écoliers, ils étaient considérés comme intellectuels et hop, ils sont partis au camp. Et en plus de ça, c'est vis-à-vis aussi du métier de leurs parents. Les parents de Luo, non, les parents du narrateur sont 2 médecins, donc un pneumologue et sa mère est quoi ? Elle est médecin dans les recherches des maladies, je sais plus quoi, bon bref, elle est médecin. Et Luo, son père, est dentiste, donc bref, ils ont des parents médecins. Et en fait, selon Mao Zedong, c'était des ennemis du peuple, puisque on les catégorisait de puantes autorités savantes. C'est super poétique comme description, on adore. En fait, tout ce qui était, toutes les personnes qui avaient du savoir, tout simplement, c'était l'ennemi du peuple, quoi. Donc, on suit ces 2 jeunes garçons dans leur périple. Et en fait, ce qu'il faut retenir et ce qui est important dans l'histoire, c'est que les livres étaient interdits. Donc, parce que les livres étaient associés forcément à la culture. Interdiction d'avoir un livre sur soi. Genre, si t'as un livre sur toi, c'est comme si t'avais une barre de shit dans ta poche, tu vois. Vraiment, c'est, ah oui, d'accord, c'est le même niveau. Genre, super. Faut pas... On serait mort très rapidement, je pense, toi et moi. On aurait fait long feu. Donc, ils sont vraiment les mains dans les poches, ils partent sans rien et surtout pas avec des livres. Sauf que eux, ils viennent d'une famille de personnes cultivées qui aiment la culture, donc ils sont extrêmement tristes, ils vivent ça très très mal. Donc voilà. Ils arrivent dans le petit camp, ils sont dans des petites maisons, ils sont avec les campagnards, donc il y a vraiment un écart avec les campagnards énorme, genre on dirait limite qu'ils sont des étrangers, quoi. Ils n'arrivent même pas à communiquer, parce qu'eux ils viennent de la ville et vraiment c'est complètement différent. Et ensuite on les suit dans leurs petites aventures et un jour ils vont rencontrer une petite tailleuse chinoise. Donc c'est une fille de leur âge qui, comme j'ai dit, elle est tailleuse, voilà. Et c'est la fille en fait d'un tailleur très connu en Chine. Donc son père est jamais là, elle est tout le temps toute seule. Et en fait, ils vont la rencontrer et évidemment, ils vont tomber sous le charme. Donc c'est là en mode dès qu'ils croisent une fille, ça y est forcément, tu vois. C'est le coup de feu. Voilà. Donc ils tombent sous le charme et ils vont venir la voir et la voir et la voir encore et encore. Et un jour, ils ont un camarade qui s'appelle le binoclard. Enfin, il l'appelle comme ça, parce que je pense pas qu'il s'appelle comme ça. Il l'appelle le binoclard. Et ce mec-là, Luo et le narrateur le soupçonnent de faire des magouilles. Enfin, il est pas net, ce mec, tu vois. Dans le sens où il aurait peut-être un livre qui traîne dans le coin. Il a une barre de shit dans sa poche. Il a une barre de shit dans sa poche, faut le surveiller. Non, voilà, il y a des livres pas loin, quoi. Ils ont compris, voilà. Donc ils essaient de lui tirer les verres du nez et tout, le gars ne veut pas. Et puis ils vont, je vous laisse après lire le livre, on n'est pas là pour spoil. Ils vont réussir à obtenir les livres. Et en fait, avec l'obtention de ces livres-là, ils vont ensuite aller voir la petite tailleuse et en fait ils vont essayer de l'éduquer en mode... Voilà, tu vois le visage que tu fais là ? Je vois, c'est bon. C'est exactement le visage que j'ai fait en lisant, voilà. Ils vont essayer de l'éduquer et voilà. Je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que je pense que je m'ai déjà même beaucoup trop dit, mais j'ai pas spoil.
Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai énormément aimé le livre. Déjà, pourquoi juste avec le sujet sélectionné, j'ai jamais entendu trop parler de la révolution culturelle. Enfin, j'en ai entendu parler en cours, mais franchement, en fait, comme changer l'eau des fleurs, c'est à l'impression de vivre un événement que t'as pas vécu à travers la vie d'un personnage. Et là, j'ai l'impression, voilà, d'être née en 1968, d'avoir vécu un petit peu. Non, mais moi, je sais en fait comment c'était, tu vois, la révolution Je culturelle. l'ai vécu, Je l'ai en vécu, fait. d'accord. Genre, j'ai vraiment l'impression, tu vois, d'avoir été immergée et tout. Et ensuite, ce que j'ai vachement aimé, justement, quand t'as levé les yeux au ciel, là, il y a un plot twist. Ok. La twist. La Puisque, tailleuse, je pense, qui... Non, on le dit pas, on mais le la dit pas. tailleuse. Ah, j'ai pas lu, donc... Ah ouais, mais Moi, c'est en tant que... Par Oui, rapport à ce que tu dis, exact. c'est ce que je suis en train de me dire. C'est ce La- que tout le monde est en train de se dire. Exactement. La tailleuse, elle va un peu remettre à sa place ce qui doit être mis à sa place. Et j'ai vachement aimé parce que il y a à la fin, bon, après, c'est peut-être pas fait pour, hein, mais moi en tout cas, je l'ai pris un petit peu comme un petit discours féministe, tu vois, en mode tu te calmes, tu te calmes. Et non, franchement, l'histoire, elle est vraiment cool. L'auteur est très dans la description, encore une fois. Donc, j'ai réussi à m'imaginer l'univers. C'était super cool. Et voilà. Ensuite, j'avais pensé du coup à un débat Ouais. vis-à-vis de ce livre-là. Alors oui, juste c'est un livre qui est très court. Ouais. Il fait 200 pages. Vraiment, il se lit en 2 jours. Vraiment, sincèrement. Super. Et il est hyper bien, donc je vous le conseille fortement. Et du coup, il m'a inspiré une idée de débat. C'est sur l'importance de la culture. Est-ce que les livres, pour toi, c'est synonyme de puissance? Parce que là, apparemment, Mao Zedong, il était vraiment fébrile, quoi. Genre, les livres, c'est... Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? Pour moi, les livres, ça peut forcément qu'avoir de l'importance, puisque c'est clairement pas le premier roman à aborder le thème de la culture, c'est dangereux. Par exemple, déjà, très connu, Fahrenheit 451, enfin, les livres sont interdits, ils sont brûlés. Donc forcément, les livres, ça a un impact, parce que déjà, les livres, ça renferme déjà l'histoire. Enfin, déjà, si on prend les livres de cours, ça renferme déjà notre histoire. Ça renferme le savoir, ça renferme plein de choses. Donc évidemment que les livres, c'est super important. Enfin, Bah surtout, on l'a déjà vu, même dans l'histoire, sans parler des histoires littéraires, dans l'histoire réelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler faisait brûler les livres. bah oui. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que les livres permettent l'accès au savoir à la population et que pour des gens comme des dictateurs, en fait, la population, elle doit rester manipulable. Et plus la population a accès au savoir, moins elle l'est, parce que plus elle est éclairée. Et franchement, ce livre-là, il m'a mis une claque parce que, encore une fois, nous, on est nés dans les années 2000. 2002, bonjour. 2001, bonsoir. On est nés dans les années 2000 et on n'a jamais vécu, en tant que personne française vivant en France, en Europe Ouais. et tout, on n'a jamais vécu ce genre de choses. Bah non. Et en fait, on se rend compte que ça a existé, que ça existe encore, toujours. Et c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens dans le monde qui n'avaient plus le droit de lire, quoi. Moi, personnellement, je trouve ça inconcevable parce que la lecture, je prends mon cas à moi. Enfin, la lecture, je parle aussi de fiction. Là, je suis plus dans les livres d'histoire, etc. Ça m'a forgé mon caractère, en fait. Genre, les personnages, ils ont... Enfin, pour mon cas à moi, ils ont un impact sur moi-même. Donc, pour moi, même la fiction en général, même si on prend les séries, les films, enfin, c'est... Tu t'inspires des personnages? Bah oui, clairement, je m'inspire de leur caractère, etc. Parfois, il y a des personnages qui sont super symboliques, qui sont... J'ai perdu le mot, je ne sais plus quel mot c'est, mais enfin, il y a des personnages où tu t'en inspires dans la vie de tous les jours, de leurs décisions, de leur force, de leur intelligence, peu importe. Et pour moi, c'est inconcevable de supprimer ça, en fait. Enfin, après, tu vas t'inspirer de quoi si tes parents sont également... Toute ta famille est lobotomisée, genre rééduquée, Des genre zombies. zombie. Comment tu veux te forger un caractère? Comment tu veux te forger des idées à toi? T'as un avis? Enfin, c'est pas possible sans la culture. Bah, surtout que là, dans les livres qui sont énoncés dans le roman, c'est pas... Genre, tu vois, j'aurais pu croire que... ouais, c'était juste les romans, genre type philosophique, tu vois, des trucs qui font... ça force à réfléchir, ou tu peux remettre en question certaines Ouais. choses. Là, c'était vraiment tout, quoi.
même des romans, parce que dans le livre, justement, ça s'appelle Balzac et la petite allée chinoise, parce qu'il y a un livre de Balzac, justement, qui est récupéré. Et bah voilà, Balzac, c'est des romans. En l'occurrence, là, celui qui était pris, c'était un roman. Donc, quand tu as juste l'histoire comme ça d'un truc fictif, tu te dis, mais en quoi ça peut, tu vois. Mais d'un côté, si, parce que ça peut relever des mœurs, des trucs sociétaux et tout. Donc, ouais. La fiction, de toute façon, on le dira jamais assez, elle est, certes, c'est de la fiction, mais c'est clairement inspiré de notre réalité. Enfin, notre cerveau, il ne peut pas inventer quelque chose de toute pièce. C'est forcément inspiré de ce qu'on connaît déjà. Donc, la fiction, c'est inspiré de la réalité. Donc, forcément, le petit Mao, il a dû faire, allez hop, Vampire Diaries, ça dégage. Ah, s'il avait su tout au revoir, Twilight. Bon, bah, vas-y. As-tu un autre livre à nous présenter, Romane ? On va partir dans un registre totalement différent et mon registre de prédilection, on en a parlé tout à l'heure, de la fantasy. Donc, j'appelle à tous les fans de Pirates des Caraïbes. Je t'allais dire, j'appelle à la barre. Non, mais genre, les fans de Pirates des Caraïbes, je pense que ce livre, il peut clairement vous plaire, puisque c'est un monde qui va mêler piraterie, magie, sorciers, sorcières, enfin... C'est un monde fantasy, voilà, en final. Donc là, c'est un roman qui s'appelle La carte des confins de Marie Replin, qui est une autrice française, je précise, parce que ce genre de pour livre... du fantasy. Exactement, c'est super rare. En plus, c'est une influenceuse sur Instagram et sur TikTok. C'est quelqu'un, quoi, la fille. Donc c'est un roman publié chez Pocket Jeunesse, voilà, PKJ. Pour les intimes. Pour les intimes, exactement. Et donc là, c'est un livre où on va avoir plusieurs points de vue. On a 2 points de vue. Le point de vue de Cali, d'une part, qui est une voleuse. On sait rien de son passé, même si on a son point de vue. Enfin, vous doutez bien qu'un jour, dans le livre, on va finir par savoir, mais pas de spoil. C'est une voleuse et elle se retrouve en sa possession. C'est pas français ce que je viens de dire. C'est pas grave. Vous avez compris l'idée. D'un compas magique. Vous voyez Pirates des Caraïbes, c'est vraiment la même chose que Pirates des Caraïbes, ok ? Qui, en fait, c'est un compas magique dans le sens où il te mène à tes plus profonds désirs, voilà. Et apparemment, ce compas magique permettrait de retrouver la carte des confins. La carte des confins, c'est une carte qui mène à un monde qui n'a jamais été exploré, personne n'en est jamais revenu, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Et donc, cette carte de confins, elle est convoitée par notre très cher capitaine de la Valonne, Blake Jackson. Est-ce que vous voyez le bad boy, là ou pas ? Est-ce que vous imaginez Déjà le nom. Oui. Donc, c'est un très jeune homme, voilà, capitaine de la Valonne, il a déjà fait ses preuves et tout. Et il veut retrouver la carte des confins pour asseoir sa réputation de capitaine impitoyable et trop fort, quoi. Donc forcément, pour retrouver la carte des confins, il va s'intéresser à quoi ? Notre petit compas magique, forcément. Donc c'est à ce moment-là que les chemins de nos 2 personnages, Cali et Blake, vont se rencontrer. Et ça va partir dans une épopée mêlant piraterie, magie, sorciers noirs, etc. Et ce livre... C'est pas un livre qui va vous faire réfléchir, c'est pas un livre où vous allez réfléchir pendant 3 heures. Ça aborde des thèmes super actuels. C'est hyper profond, j'ai remis en question toute ma vie. C'est pas le but de ce roman, c'est pas pour ça que je l'ai lu. Et d'ailleurs, en général, c'est pas ce que j'aime dans les livres. Mais bon, voilà. Donc c'est un livre fantasy où vraiment tu t'évades complètement, puisque c'est le but de la fantasy, c'est ce que j'adore, c'est qu'on est sur un monde complètement inventé où tu vas complètement t'évader. Et c'est ce que j'ai adoré. Le personnage de Cali, très qualitatif, Cali, voilà, j'ai fait un jeu de mots avec le prénom. Fallait la faire. Dans le sens où, franchement, elle évolue énormément, puisqu'en fait, le personnage, au début du roman, a une peur bleue de la magie, vraiment. C'est pour ça qu'en fait, elle veut se débarrasser de ce compas magique, c'est-à-dire qu'elle l'a volé, mais au final, elle veut le revendre pour s'en débarrasser. Elle assume pas, quoi. Elle assume pas trop, quoi. Mais puis en même temps, c'est une voleuse, faut bien qu'elle se fasse de l'argent, quoi. Donc les compas magiques, on les prend, quoi. Et j'ai beaucoup aimé son personnage, pardon. Voilà, c'est un personnage féminin très fort, qui est pas du tout une femme soumise ou je ne sais quoi. Parce qu'on est aussi, on est dans une époque assez, pas ancienne, mais voilà, c'est pas forcément les droits des femmes et tout ça. C'est quelle époque, du coup, là ? Époque de pirates, ouais. je saurais pas te situer dans un siècle. Je vois sans voir, mais je vois.
Exactement. Époque des tavernes où t'as des pirates qui viennent boire une pinte de bière, quoi. Voilà. Tu t'imagines un peu le paysage, quoi. Donc, elle a une évolution plutôt sympathique. Pour ce qui est de Blake, pareil, on passe vraiment d'un pirate super prétentieux, sanguinaire limite, vraiment, à quelqu'un d'un peu plus doux finalement, voilà. Son âme de bad boy se révèle, vous voyez un peu. Et ouais, franchement c'est un très bon livre. Et la fin, comment dire, je vais le dire, il y a un énorme plot twist, ok, mais genre géant. Et le tome 2 n'est pas encore sorti. Voilà, bonjour. Tu te sens trop chiant. Il est encore en cours d'écriture. Donc là, pour l'instant, je suis en train de me ronger les ongles, ok. Vraiment, parce que je veux Elle pleure tous les soirs dans son lit en boule en attendant la sortie du livre. Je serre le livre contre mon cœur. C'est quand qu'il y aura ton petit frère? Mais franchement, je vous le conseille énormément puisque on nous montre un personnage féminin qui est extrêmement fort. On a une romance qui est incroyable. Il y a de la tension dès le début entre les deux personnages. Il y a même des personnages secondaires qui sont plutôt sympathiques. J'accorde beaucoup d'importance aux personnages secondaires parce que j'aime toujours quand il y a un espèce de meilleur ami drôle ou ce genre de choses. Ou un singe super sage, tu vois. Genre, un singe super Alors, sage. je veux dire, quelqu'un de super sage, c'est genre un peu médiateur. Ok. Et on a ça en fait parce que du coup, on se retrouve avec tout l'équipage de la Valonne, je le rappelle, le bateau de Blake. Et donc c'est super convivial entre guillemets comme atmosphère. On se retrouve sur un bateau avec des pirates qui sont trop cool et j'ai adoré. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense qu'on a compris que t'avais kiffé, ouais. Oui. J'ai pas besoin d'en dire plus, je crois. Allez le lire, La carte des confins, Marie Réplin. T'es payée par la maison d'édition ou Même pas. J'essaye d'avoir parce que j'ai même pas parlé. J'ai Instagram et TikTok. Ah non mais la promo, je suis obligée. J'ai un compte Instagram et TikTok où je parle de livres et j'essaye d'aller vers les maisons d'édition pour faire des partenariats. Je me fais totalement rejeter, voilà. Oui, mais il faut forcer, ne t'en fais pas. Je relance. J'ai relancé déjà une maison d'édition, j'attends une réponse. À force, ça va finir. Ça va finir. Je sais pas ce qu'ils veulent de plus que 4000 abonnés sur TikTok. Oui, j'avoue, c'est déjà pas mal quand même. Franchement. C'est pas que si t'avais genre ton père et ta mère d'abonnés, tu vois. Genre, c'est... Non, vraiment, c'est un truc un peu sérieux, quoi. Mais ça va venir, ça va venir. On vous tiendra au courant de mes avancées. De la vie de star de Romane, si ça a pris ou pas. On vous allez vous abonner Le Monde de Hénamor, merci. Voilà, comme ça lui permettra de contacter les maisons d'édition. C'est ça. Alors, est-ce que tu avais un petit débat? Pas forcément, je pense, vu que c'est un... Moi, j'avais un débat. Si. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu la semaine dernière. Je suis une bookstagrammeuse. Bookstagram, c'est la communauté littéraire sur Instagram. Je pense que vous avez à peu près compris. Donc, je suis une bookstagrammeuse qui s'appelle Chloé Xbook. Donc, c'est The Bookstagrammeuse. Elle a 3000 abonnés sur Instagram. Elle a écrit son propre roman. Donc, elle a auto-édité qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est un roman de Chloé Green-Briard, si vous arrivez à retrouver sur Amazon. Et du coup, elle a publié son roman et il s'avère que quelqu'un l'a prévenu que son roman s'est retrouvé sur une plateforme de téléchargement illégale. C'est comme les plateformes de streaming, en fait. Si vous voulez, les plateformes de streaming illégales pour les films et les séries, ça existe aussi pour les livres. En gros, son roman a été leaké et elle a plus le contrôle et c'est gratos sur Internet. Voilà. Exactement. Allez pas le télécharger sur Internet, ok ? C'est pas bien. Et donc, en fait, le truc qu'on ne se rend pas compte, c'est que télécharger illégalement, parce que je rappelle quand même que c'est illégal. Vous êtes des hors-la-loi si vous faites ça. Illégal. Disclaimer, ne faites pas ça. Et mais au-delà de l'illégalité, en fait, là, on est sur une autrice qui est auto-éditée. Je vais pas te couper, mais j'ai dit illégal, I2L, alors qu'il y a un seul L. Il y a vraiment 2 L, par contre. Il y a 2 L. Illégal. Oubliez ce moment, voilà. C'était 2 L. Et donc, on est sur une autrice auto-éditée. Et je tiens à dire que c'est extrêmement compliqué pour un auteur de vivre de son écriture. Puisque pour les auteurs qui publient en maison d'édition, ils ont un très petit pourcentage en fait des ventes, dans le sens où il y a une maison d'édition qui est apparue récemment, qui s'appelle Les Féaux, où en fait la caractéristique de cette maison d'édition, c'est qu'il y a 30% qui est reversé à l'auteur, et ça déjà c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que l'auteur n'a même pas la moitié de ses bénéfices. C'est incroyable. Donc là on est sur une autrice auto-éditée, donc elle met plein d'argent dans la qualité du papier, elle met du temps dans l'écriture,
dans la couverture, dans plein de trucs. Ça demande un temps énorme et des moyens assez conséquents. Et imaginez que vous avez passé beaucoup de temps et que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans votre livre et que quelqu'un peut totalement le télécharger gratuitement sur Internet. Voilà où est le débat. C'est horrible. Alors, C'est du coup, horrible. Évidemment, on sait de quel côté vous avez compris. on se place. Hein. Alors voilà, moi je suis pour le téléchargement illégal. Après, il y a des arguments du ouais, mais j'ai pas les moyens de m'acheter. Non. Bah, tu t'achètes autre chose. Enfin, au bout d'un moment, il faut respecter le travail en fait. Sauf que parce que moi j'ai déjà réfléchi à cet argument, je l'ai déjà contré. Attention, l'argumentation de Romane. Il y a les bibliothèques, il y a grave. dans certaines villes, il y a des cabanes à livres. Par exemple, moi j'habite à Grandchamp. Et il y a des espèces de cabines où il y a plein de livres. Alors certes, vous n'allez pas forcément trouver le livre que tu veux. Le livre de young adulte, voilà. Mais on peut quand même accéder à la lecture gratuitement avec ces cabanes à livres. Même sur Rakuten, sur Momox, sur il y a Vinted plein de sites tout, de seconde main. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a aussi des plateformes où vous pouvez lire gratuitement qui sont faits exprès, où là, c'est des petits auteurs qui écrivent des histoires, où là, pour le coup, c'est gratuit, type Wattpad. Il y en a d'autres. C'est payant aussi. maintenant, Wattpad. Hein. Non, c'est pas payant. C'est bon encore gratuit, mais il y a des histoires qui sont payantes. Ah, okay. Et il y a des publicités maintenant. C'est super, entre chaque chapitre, vous avez une petite pub sympathique. Mais c'est possible de lire quand t'as pas de moyens. Et même si t'as pas les moyens, tu fais un effort, t'économises ton argent, tu demandes à tes parents. C'est pas 100 € le livre non plus, quoi. Genre, c'est quoi C'était 20 € là Même pas, son livre coûte 15 €. Bah, c'est un livre en grand format. C'est le prix de 2 McDo. Même pas, genre, enfin... C'est pour un livre auto-édité, c'est extrêmement pas cher, vraiment. Surtout que le papier est d'extrêmement bonne qualité. Vous voyez le papier d'un livre, parfois il est jaune un peu. Ouais. Et ben là, il est blanc immaculé, le truc, ok. Ah ouais. Et il coûte que 15 € pour une autrice auto-éditée. C'est vraiment pas cher, ok. Rendez-vous compte. Bah, franchement, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai eu la chance d'échanger avec un écrivain. Alors, c'est pas vraiment un écrivain parce que lui, il est plutôt dessinateur de BD en fait. Enfin, il dessine des BD, mais du coup, il écrit son script aussi. Mais bon, c'est pas la même chose. Ça reste dans le monde de la littérature, mais lui, il travaille dans le métier de l'édition aussi. Il est dessinateur, puis il est directeur il a fait sa propre maison d'édition. Et en fait, il expliquait parce que moi, je lui ai posé pas mal de questions parce que j'aimerais écrire des livres. Donc, j'ai essayé de piocher des infos. Et en fait, il me disait clairement, c'est hyper dur de vivre de ça. Ouais, oui, complètement. C'est limite impossible. C'est réservé à vraiment des chanceux qui ont la chance de percer, d'être repérés et pour qui ça marche dès le début. Mais pour la majorité des gens, c'est un truc que tu fais à côté de ton taf. Et lui, il m'expliquait qu'il avait un taf à mi-temps à côté parce que c'était impossible en fait il a presque pas de revenus en fait quand il fait fait ses bouquins parce que déjà le temps de faire le livre, des fois ça prend 1 an, donc pendant 1 an t'as pas de revenus qui rentrent et après une fois que tu l'as publié, comme tu dis, tu récupères 30% des trucs et après il faut se faire une place dans le milieu du livre, donc si tu vends 3 exemplaires, c'est sûr, faut être un Guillaume Musso, un Marc Lévy, quoi, finalement. C'est ça. Et sinon, quand t'es juste une personne lambda, c'est juste pour du loisir et tu le sais très bien. Genre, les gens, ils partent pas avec des objectifs irréalisables. Tu sais très bien quand tu te lances dans ce genre de truc, c'est hyper précaire. Et voilà, donc franchement, j'ai vu tes stories justement quand tu parlais de ça. J'en ai parlé sur mon Instagram. Allez vous abonner. Mais ouais, c'est hyper irrespectueux. Puis moi, je me mets à la place de cette fille-là parce que vu que moi, j'ai aussi envie d'écrire, mais je vois maintenant, à force de m'y intéresser, je vois le travail colossal, mais là, je pèse mes mots, que c'est d'écrire un bouquin et de voir que tout ton travail où tu as mis des années, certaines fois, à le faire, que c'est disponible comme ça et que tout le monde peut c'est du vol en fait, c'est clairement du vol. Il faut savoir d'ailleurs que l'autrice a porté plainte du coup contre la plateforme, contre la personne. Je sais pas si elle a trouvé la personne exactement qui l'a publié, mais elle a porté plainte au moins contre la plateforme, il me semble. Donc voilà, c'est pas cool les gens. Ah là là. Bon, même dans les milieux des livres, on voyait il y a des gens pas sympas, de toute façon il y a partout. Ensuite, on tient à dire qu'on a 51 minutes. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. Allez, on enchaîne.
Je vais terminer du coup avec mon dernier livre qui n'est pas un roman cette fois, c'est une BD, un roman graphique. Et c'est la BD de Joséphine Baker que j'avais déjà présentée dans une émission qui n'a pas pu être gardée. Exactement. Donc je la représente. Donc cette BD a été dessinée par Catel Müller et écrite par José-Louis Bocquet et est parue aux éditions Casterman dans la collection écriture en 2016. Donc Joséphine Baker, c'est une femme qui a vraiment existé, hein, c'est pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un personnage fictif. Et donc en fait on retrace, c'est une BD biographique de Joséphine Baker et on retrace toute son histoire. Donc Joséphine Baker s'appelle en réalité Freda Joséphine MacDonald et elle a obtenu le nom de Baker durant son mariage avec son deuxième mari et elle l'a gardé. De base elle s'appelle MacDonald. Elle est née à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis en 1906 et elle a connu une enfance très très précaire. Donc il faut noter que c'était une femme noire aux États-Unis dans les années 1900. Je vous laisse imaginer. Déjà que même aujourd'hui, ça peut être compliqué. Voilà, mais dans les années 1900, c'était encore autre chose. Donc elle vivait dans les quartiers pauvres de Saint-Louis avec sa famille. Elle a été éduquée en partie par sa grand-mère et sa mère, car son père biologique a abandonné sa mère ainsi que sa personne, puisqu'il est parti avec une autre femme. Voilà. Et ensuite, vu que sa mère s'est retrouvée seule du jour au lendemain, Freda, donc Joséphine, a été confiée à sa grand-mère, puisque sa mère devait retrouver un mari. Et si elle avait 2 enfants, ça allait vraiment faire tâche. Et la grand-mère a dit non mais ça sera mieux si t'as qu'un fils, on va croire que t'as un seul fils, c'est moindre mal. Donc voilà, donc Joséphine Baker a été cachée en fait chez sa grand-mère, c'est horrible, du coup elle a vécu loin de sa famille, elle avait juste sa mamie avec elle quoi. Donc elle était surnommée Tumpy par sa famille et ce qui caractérise Joséphine Baker, c'est la danse. Elle a toujours dansé, elle était faux-folle, à l'école elle faisait la con, voilà on va le dire. Elle faisait la con. Une petite enfant hyperactive, c'est ça, elle faisait tout le temps des grimaces, elle tenait jamais en place, tout le monde était là mais arrête, enfin vraiment c'était la folle du fond de la classe quoi, clairement. Mais elle avait sa manière bien à elle de danser et elle louchait, ça plaisait pas mais elle était tout le temps critiquée, mais elle aimait tellement ça qu'elle a continué. Et elle a bien fait parce que ça a payé plus tard. À ses 13 ans, elle a dû commencer à travailler pour aider sa mère financièrement. Donc elle a commencé en étant serveuse, mais aussi servante auprès de riches blancs qui la maltraitaient. Et ça vraiment, quand j'ai lu ces passages-là, j'étais mais c'est horrible. Ouais. Genre la dame qui l'employait, un jour... déjà elle dormait dans la cave de cette femme là donc comme un animal, super. Tu vois, super. Et ensuite un jour elle est en train de faire la vaisselle et la femme lui dit non mais attends, la vaisselle elle est trop chaude, t'as mis de l'eau trop chaude, non. Et elle prend la main de Joséphine et elle la fout dans l'eau bouillante et genre elle l'a brûlée. Super. Ensuite Joséphine est allée à la police pour se plaindre et le policier lui a dit ouais non mais en gros hein, t'es noire, elle est blanche, vaut mieux que on te paye le médecin mais, voilà. mais ferme-la quoi. Voilà. Super. Donc vraiment quand j'ai lu ça ça m'a vraiment, tout le long hein, c'est que des trucs comme ça, c'est très choquant. Ensuite elle s'est très très vite mariée avec un homme à 16 ans qui travaillait parce qu'en fait c'était mieux pour sa mère et même elle hein, je pense qu'elle avait envie de devenir indépendante, c'est-à-dire qu'elle était maintenant financièrement dépendante de son mari et plus de sa mère, donc c'était plus facile pour sa maman qui avait son frère en plus à gérer. Donc dès toute petite, elle a commencé à danser dans des petits groupes, sur des petites scènes de théâtre. Elle a commencé petit. Et puis au fur et à mesure de rencontres et des contacts, j'ai pris un accent qui vient de nulle part là, et des contacts, Joséphine est partie en France et elle a rencontré un énorme succès, mais vraiment inattendu. Et pourquoi elle a rencontré un succès ? Parce qu'en soi, elle dansait. Justement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas une danseuse comme les autres en fait. Elle dansait en mode faux folle. Et ça, les gens ont kiffé. Et en plus de ça, le fait qu'elle soit noire, et quand elle est arrivée en Europe,
c'était un peu le show, tu vois, en mode ah, c'est la femme noire, c'est l'étrangère, tu vois, c'est le truc qui sort de la norme, faut à tout prix aller le voir, quoi. C'est exotique, voilà, c'est la femme exotique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle a eu un grand succès, parce qu'aux États-Unis, on va en parler après, mais même après qu'elle ait fait ses preuves, elle était super connue à l'international. Dès qu'elle revenait aux États-Unis, mais elle faisait un bide complet, quoi, parce que c'est un pays tellement raciste que eux, c'était c'est exotique, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois. Alors que par contre, à l'étranger, c'était cool, quoi. Donc elle s'est mariée 2 fois, et c'est une femme, on va dire, qui aime beaucoup les hommes, hein. Voilà, elle a eu énormément de conquêtes, mais c'est une femme qui avait énormément de caractère, et ça c'est ce que j'ai adoré dans son personnage. Elle ne se laissait clairement pas faire, c'est-à-dire qu'elle s'est construite toute seule, elle doit rien à personne, et je peux te dire que dès qu'il y a un mec qui la faisait chier, elle le remettait dans le droit chemin. Toi, voilà. Tu te calmes. Et du coup, c'était... comme tu disais tout à l'heure vis-à-vis des personnages inspirants, elle m'a vachement inspirée là-dessus. Elle savait clairement ce qu'elle voulait. Et malgré que les gens au début se soient moqués d'elle, elle a continué à faire ce qu'elle aimait. Et ça, c'est vraiment une morale du coup qui m'a touchée, dans le sens où même... Enfin, le message, c'est quoi ? C'est même si vous êtes différents, même si tout le monde se fout de vous, faut persévérer, parce que du moment que vous faites ce que vous aimez, que vous êtes en harmonie avec ce que vous aimez et que ça vibre en vous, c'est que c'est ce que vous devez faire. Et là, voilà, pour Joséphine Baker, ça a marché, parce que si elle avait écouté tout le monde, elle se serait arrêtée, elle serait encore à Saint-Louis, plus maintenant, parce que voilà, elle est morte, mais elle aurait sans doute eu une vie totalement différente, quoi. Ensuite, c'est du coup devenu un exemple de réussite et d'espoir pour la communauté noire. Et ce que j'ai énormément apprécié avec Joséphine Baker, c'est qu'en fait, elle est toujours restée fidèle à elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne se forçait jamais à faire ce qui ne lui correspondait pas. Elle est venue d'un milieu précaire et elle s'en est souvenue, elle n'a pas pris la grosse tête. Bon, si, elle a quand même fait des choix plutôt au niveau économique. Genre, ça y est... Personne n'est parfait. Non, mais elle a, dans le sens où elle a connu la pauvreté extrême, et une fois qu'elle a eu énormément d'argent, elle a pas très bien géré, ce qui est, je pense, normal. C'est compréhensible. Très compréhensible. Mais par contre, au niveau éthique, on va dire, du comportement, elle a jamais pris la grosse tête en mode ça y est, moi je suis quelqu'un, vous êtes dégueu, tu vois, genre pas du tout. Elle est toujours restée très humble et très dans l'humanitaire et le social. Et en fait, elle faisait les choses par passion. Elle ne faisait pas les choses avec l'objectif de l'argent. Elle a gagné de l'argent, c'était bien, c'était tant mieux, mais c'était pas son objectif. Et il y a un moment dans la BD qui m'a marquée, où par exemple, son manager va lui proposer de mettre sa tête en gros sur une affiche d'un truc qui se vend bien. Alors je sais plus, ça se trouve c'était un truc de dentifrice, tu vois. Et en fait, elle refuse, parce qu'elle dit mais attends, mais c'est pas, j'ai pas envie que ma gueule soit associée à un dentifrice, tu vois, même si ça vend bien. Elle fait pas ça pour l'argent, en fait. Ça lui plaisait pas, donc elle a refusé. Et ça, j'ai vraiment kiffé, parce que dans le milieu du showbiz, c'est quand même très courant, les gens qui se perdent, où t'es là, mais qu'est-ce qu'il fout là sur cette affiche, ça n'a rien à voir avec qui il est, ce qu'il fait et tout, parce qu'ils font juste ça pour l'argent. Ensuite, toujours dans sa personnalité, c'est une personne qui est profondément gentille. Elle donnait alors qu'elle avait même pas assez, et ça c'est un truc qui m'a vraiment c'est admirable. Elle était, donc ça c'est quand elle était encore à Saint-Louis aux USA, qu'elle dansait dans les petits cabarets, etc. Donc elle était très pauvre, et il y a une scène où en fait elle a eu sa paye, genre elle a que dalle, tu vois, et en fait elle a un ami qui est triste, il lui est arrivé un pépin, et elle va dépenser toute sa paye dans une boîte de chocolat, pour te dire, hein, elle gagnait vraiment rien, pour remonter le moral de son amie. Et elle, après, elle avait plus rien, tu vois. C'est super généreux. Vraiment, c'est des trucs où aussi, donc du coup, elle était déjà comme ça quand elle était pauvre, mais elle est restée après, parce qu'une fois qu'elle était riche, elle n'a pas oublié d'où elle venait, et cet argent, elle l'a utilisé consciemment, puisque, par exemple, elle a construit un orphelinat. Elle donnait des énormes pourboires quand elle allait au restaurant, genre elle était capable de te filer 100 balles, tu vois. Enfin, vraiment, elle était très 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 généreuse. Et ensuite, du coup, ce qui m'a gênée dans le livre, mais c'est pas du tout vis-à-vis du livre, hein, c'est vis-à-vis de l'histoire en elle-même de Joséphine, c'est qu'en fait, elle était le spectacle noir pour les Blancs. Et ça, je trouve ça c'est terrible, puisqu'en fait, elle jouait. Et elle était toujours attribuée à des rôles clichés,
qui rappelait les peuples des tribus d'Afrique, alors qu'en réalité, elle était américaine. Donc déjà... Déjà, elle vient pas du tout d'Afrique, voilà, genre de pays d'Afrique, quoi. dans son enfance, elle n'a pas du tout vécu tous les clichés qu'elle représentait. Et ça la représentait pas forcément. Et alors que oui, on s'en doute qu'elle vient sans doute de là, vis-à-vis de ses origines, mais c'était pas sa réalité. C'était pas sa culture première. Et donc, en fait, elle jouait toujours le rôle de la noire des tribus africaines, avec des costumes de tribu, des ceintures de bananes, des jupes de paille, des jupes en paille, parce que des jupes de paille, je pense pas que ça existait, les pailles en plastique à l'époque. Des jupes en paille, des soutiens-gorge de noix de coco. Enfin, vraiment, elle jouait le cliché de la femme exotique, tu vois. Ouais, bah ouais. Et ça m'a vraiment... C'est révoltant, quoi, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, elle jouait un rôle et c'était vraiment, comme je te dis, elle venait amuser les Blancs, quoi. Donc, le débat que j'avais envie d'envisager vis-à-vis de ce livre, je sais pas si tu as entendu parler, je sais pas si tu connaissais Joséphine Baker de base. Je connaissais de nom, mais je savais pas vraiment qui c'était. Et en fait, je sais pas si tu en as entendu parler, mais là, actuellement, il y a un questionnement autour du fait qu'elle va peut-être rentrer au Panthéon. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que selon toi, elle est légitime de rentrer au Panthéon ? Alors, du coup, je connais l'histoire que de ce que tu m'as raconté. Alors certes, j'ai toujours un problème avec le fait de mettre en valeur. Certes, elle a fait des choses dans sa vie. Ça a été une figure emblématique pour la communauté noire, pour les droits de la communauté noire. Après, je pense qu'il faut que je te dise toute l'histoire parce que sinon, tu vas pas avoir tous les éléments. En fait, elle s'est engagée dans la résistance française. Ouais, ok. Pendant la guerre, elle a aidé alors, j'ai pas tout retenu ce qu'elle a fait, mais elle a aidé les services secrets français. Elle a fait passer des documents au Maroc, je crois. Enfin, elle faisait le pigeon voyageur entre, tu vois, elle a aidé. Je vois. Et elle s'est vachement investie du coup au niveau de la résistance en France. Et je pense que c'est pour ça, du coup, et surtout, elle se considère française, parce qu'en fait, je sais pas si t'as déjà entendu cette musique, Mes deux amours, mon pays et Paris. C'est très connu. C'est très connu. Là, le titre l'air me vient pas, mais le titre me... Je vais pas chanter pour les oreilles de tout le monde, on va pas faire ça. Et donc, en fait, voilà, elle se considérait française, et pour elle, comme elle dit, mon pays, donc l'Amérique et Paris, c'est deux amours, quoi. Et voilà, je pense que c'est pour ça. Donc, je pense que c'était important de te contextualiser ça. Non, je pense que, franchement, je pense qu'elle est légitime par rapport à ce que tu viens de me dire, dans le sens où ça a vraiment été une figure emblématique. Je pense qu'elle a vraiment aidé à faire avancer les choses. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, elle est totalement légitime. Enfin, tu me donnes envie de lire le roman graphique, là, honnêtement. Parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur sa vie. Donc... là, actuellement, je peux peut-être pas dire totalement c'est légitime, mais enfin, elle a aidé à la résistance, elle a aidé à faire avancer les droits de la communauté noire, comme j'ai dit. Bah, surtout les droits sociaux en général, parce qu'en fait, elle a fait aussi ce qu'on appelle je crois que c'est la communauté arc-en-ciel, ou je sais plus, la colonie arc-en-ciel, je sais plus ce que c'est le terme, mais il y a arc-en-ciel dedans et un bail de communauté. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a adopté une dizaine d'enfants de chaque origine différente. Donc il y a des enfants qui viennent d'Asie, des enfants qui viennent d'Afrique, des enfants, enfin voilà, vraiment qui viennent de partout. Et du coup, dans l'idée de montrer qu'ils ont été élevés tous ensemble et il n'y a eu aucune haine, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de haine naturelle entre les différentes ethnies, les différentes origines. Et en fait, elle a fait vachement avancer son combat, c'était ça en fait, c'était le combat contre le racisme et contre la haine vis-à-vis des origines. Et du coup, franchement, si tu as envie de le lire, je te le conseille énormément parce qu'elle a eu une vie, cette femme, mais genre, elle a eu 40 vies en une vie, c'est un truc de malade. Mais vraiment. Franchement, ce genre de personne, ça m'impressionne clairement. Mais c'est un truc de fou. Et même la fin de sa vie, t'es là en mode, mais je vais pas spoiler si jamais vous voulez le lire, mais la fin de sa vie, franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Mais vraiment, j'étais là. Plot twist dans la vie de quelqu'un. Vraiment, j'étais là. Mais comment tu peux finir ainsi ? Je vais pas dire plus, mais vraiment, c'était, je m'y attendais pas. Donc, j'espère vous avoir fait découvrir quelqu'un parce qu'elle est vraiment hyper inspirante. Alors, il est déjà, ça fait déjà une heure. Il est temps de conclure cette première émission, il me semble. Donc déjà, j'espère que cette émission vous aura plu, vous aura intéressé et que vous aura donné envie d'aller lire nos petites pépites littéraires.
Donc c'est la fin de cette première émission des bouquins du Vincent. Et on revient du coup pour une prochaine chronique. Alors on ne sait pas encore si ça sera toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Faut qu'on se mette d'accord. On va essayer d'avoir un rythme toutes les 2 semaines, mais Ouais. on ne garantit rien. Voilà, parce que faut avoir le temps de lire les livres. Les Exactement. livres se lisent pas en 5 minutes. Exactement. On aimerait, mais c'est Mais pas voilà. possible. Donc on espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine pour une prochaine édition des bouquins du Vincent. À la prochaine, À la salut. prochaine, salut.